réveillon de Noël, Paris. Un gamin de 21 ans s'installe au volant d'une petite machine qu'il a bricolée dans l'atelier de son père à Boulogne-Billancourt. Il a fait un pari avec des amis. Sa voiturette est capable de grimper la pente de la rue Le Pic à Montmartre, l'une des rues les plus raides de Paris. Il démarre. La machine avance. Elle grimpe. Elle ne cale pas. Elle atteint le sommet. Ce soir-là, le gamin repart avec 12 commandes fermes et un acompte de 60 louis d'or en poche. Il s'appelle Louis Renault. Et il vient, sans le savoir, de lancer l'une des plus grandes aventures industrielles de l'histoire de France. 128 ans plus tard, Renault existe toujours. 58 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Plus de 170 000 salariés dans le monde. Des usines au Maroc, en Espagne, en Roumanie, en France, en Inde. Mais voilà le paradoxe. Depuis cette nuit de Noël 1898, Renault a failli mourir 3 fois. Et à chaque fois, quelqu'un l'a sauvé. Et à chaque fois, ce quelqu'un a présenté la facture. Le fondateur meurt en prison sans procès. L'État confisque tout. Un patron sauveur est assassiné en pleine rue par 2 femmes. Un PDG tout-puissant s'enfuit du Japon dans une malle de contrebassiste. Et en 2020, l'État ressort le chéquier, 5 milliards d'euros, pour éviter l'effondrement. L'entreprise la plus française du monde ne s'est jamais appartenue. Que vous pensiez Clio en France, Logan au Maroc, Symbol en Algérie, Vilvoorde en Belgique ou la marque qui a disparu au Canada, cette histoire vous concerne. Parce que Renault, ce n'est pas juste une marque automobile. C'est un miroir de 128 ans d'histoire industrielle, politique et humaine. Voici comment Renault a perdu le contrôle de son propre empire. Louis Renault n'est pas un héritier, c'est un bricoleur obsessionnel. Sa première innovation, la boîte de vitesse à prise directe, est celle qui propulse la voiturette sur la rue Le Pic. Et c'est celle qui transforme un atelier familial en empire industriel. En quelques années, les frères Renault, Louis et Marcel, font la course eux-mêmes pour prouver la fiabilité de leur machine. Jusqu'au drame. En 1903, lors de la course Paris-Madrid, Marcel Renault se tue au volant. Louis est détruit. Il ne courra plus jamais. Mais il continuera à construire. En 1914, Renault entre dans la légende. Septembre, la bataille de la Marne. Le général Gallieni réquisitionne 1200 taxis Renault pour transporter les renforts qui stopperont l'avancée allemande. Les taxis de la Marne. Renault, c'est la France qui résiste. Pendant toute la guerre, Louis Renault livrera 7 millions d'obus et construira le char léger FT dont la mobilité sera décisive dans la victoire finale de 1918. Le héros de guerre devient le roi de l'industrie. Et puis, il rencontre Hitler. Le 21 février 1935, Louis Renault, pacifiste fasciné par le redressement industriel allemand, s'entretient pendant 2 heures avec Adolf Hitler à la chancellerie du Reich. Il tente de le convaincre qu'une guerre économique entre la France et l'Allemagne ne profiterait qu'aux anglo-saxons. Il ne mesure pas ce que cette image lui coûtera 10 ans plus tard. Quand la France tombe en juin 1940, les usines de Billancourt sont réquisitionnées par la Wehrmacht. Les chaînes produisent pour l'occupant. Mais dans le plus grand secret, bravant l'interdiction allemande, les ingénieurs de Renault développent en clandestinité le prototype de ce qui deviendra la 4 chevaux, dissimulé sous le nom de code Projet 106. En 1942, les bombardements alliés frappent l'usine et le quartier. 500 morts, 2000 blessés. À la Libération, la question tombe comme un coup près. Louis Renault a-t-il collaboré volontairement? La réponse honnête, celle que les historiens formulent après des décennies de recherche, c'est que les 2 dimensions coexistent. La contrainte est réelle, les Allemands prennent le contrôle de l'industrie automobile française dès juillet 1940, mais l'ordonnance de nationalisation de 1945 adopte une lecture accablante. Renault se serait empressé de mettre ses usines à la disposition de la puissance occupante. Et ce qui pèse le plus lourd dans la balance, c'est l'accusation d'avoir autorisé la réparation de chars de la Wehrmacht sur les chaînes de Billancourt à l'été 1940.
Mais Louis Renault ne sera jamais jugé pour ses faits. Jamais. Le 23 septembre 1944, le juge Marcel Martin l'inculpe et le fait écrouer à la prison de Fresnes. L'enquête technique sur les usines n'est même pas terminée. Le rapport n'arrivera que le 16 octobre, 8 jours avant sa mort. On l'emprisonne alors que le dossier industriel n'est pas bouclé. Sa femme, Christiane, obtient de le voir. Elle rapportera plus tard ces mots « Ce sera trop tard. Ils m'auront tué avant. C'est la nuit qu'ils viennent. » Le 24 octobre 1944, Louis Renault meurt en détention. Il a 67 ans. La version officielle parle d'urémie. Sa veuve soutiendra toute sa vie qu'il a été battu à Fresnes. Après exhumation et autopsie en 1956, les experts ne retrouvent ni fracture du crâne, ni fracture de la colonne. L'affaire se conclut par un non-lieu. La vérité exacte mourra avec lui. 3 mois après sa mort, le 16 janvier 1945, le général de Gaulle signe l'ordonnance de nationalisation. La société anonyme des usines Renault est dissoute. L'État prend tout, actifs et passifs. La part de Louis Renault est confisquée au profit de la nation. L'entreprise devient la Régie nationale des usines Renault. Ce n'est pas une nationalisation ordinaire. C'est une nationalisation sanction. L'exposé des motifs ressemble à un verdict rédigé par le pouvoir exécutif, sauf qu'il n'y a jamais eu de procès. Et le détail que tout le monde oublie, c'est ce que dit Pierre Le Faucheux, le nouveau patron nommé par l'État quelques années plus tard. En 1948, dans une discussion interne, il lâche cette phrase. « D'autres ont commis les mêmes fautes et sont restés indemnes. » Il ajoute que si l'on rouvrait le procès Renault et qu'on comparait les productions des autres constructeurs, on arriverait à quelque chose de très fâcheux pour tout le monde. En clair, Renault a payé pour tous. Première mort, première facture. Le fondateur perd la vie, la famille perd tout, et l'État hérite d'un empire. Sous la tutelle de l'État, la Régie Renault connaît ses heures de gloire. La 4 chevaux, celle que les ingénieurs avaient conçue en secret sous l'occupation, devient le symbole de la France des 30 Glorieuses. Première voiture française à dépasser le 1 million d'exemplaires. Puis la Dauphine, la R4, la voiture de tout le monde, la R5, la R12, qui deviendra le taxi de tout un continent. Renault, c'est la mobilité du peuple. Mais Billancourt reste une poudrière sociale. Le 25 février 1972, une altercation éclate entre des vigiles et des militants maoïstes à l'usine. Un jeune militant de 23 ans, Pierre Auvernais, armé d'une pioche, provoque un vigile armé d'un pistolet. « Tire si tu l'oses !» Le vigile, Jean-Antoine Tramoni, tire. Une balle en plein cœur. Auvernais s'effondre, mort. Ses funérailles rassemblent une foule immense, Sartre et Foucault dans le cortège. 5 ans plus tard, Tramoni sera lui-même assassiné par un commando armé. La violence chez Renault n'est pas un accident, c'est une constante. Puis vient 1984. Les comptes tombent. 12 milliards et demi de francs de pertes, 58 milliards de francs de dettes. La Régie Renault est au bord du précipice. C'est la quasi-faillite la plus grave d'une entreprise publique française. L'État envoie un sauveur. Il s'appelle Georges Besse. Polytechnicien, patron de Péchinet avant. Un homme froid, méthodique, d'une rigueur impitoyable. Il résume sa méthode d'une formule devenue célèbre. Un sou est un sou. Besse annonce 21 000 suppressions d'emplois. 12 000 en 1985, 9 000 en 1986. Il vend des actifs, il ferme des activités. Il ramène les effectifs français de 98 000 à 77 000. La facture du sauvetage, c'est le sang social. En 1985, il brise une grève très dure au Mans en s'appuyant sur des huissiers et la menace des CRS. La CGT est matée. Le soir même, des amis lui offrent du champagne. Il refuse. Et il prononce cette phrase que l'histoire a retenue. On ne fête pas la fin d'une grève, même d'une grève absurde. Ce soir, il y a des ouvriers sincères qui ont perdu l'espoir. Ça fonctionne.
En 1987, Renault redevient bénéficiaire. Besse a sauvé l'entreprise. Mais il ne le verra pas. Le lundi 17 novembre 1986, à 20 h, Georges Besse sort de sa voiture devant son domicile, boulevard Edgar Quinet, à Paris. Deux silhouettes l'attendent sur le trottoir. Plusieurs balles de calibre 9 mm. Besse s'effondre. Il est mort. Un voisin témoigne. Je suis sorti parce que j'ai cru d'abord que c'était un pétard ou des trucs comme ça, mais j'ai vu qu'il y avait deux personnes qui s'enfuyaient. Le meurtre est revendiqué par Action Directe. Le nom du commando est un message en soi. Commando Pierre Auvernais. Le militant tué à Billancourt en 1972, 14 ans plus tard, la violence de l'usine revient tuer le patron. L'effroi est total quand on découvre l'identité des tueuses. Deux jeunes femmes, Joëlle Aubron et Nathalie Ménigon. Cette dernière assumera le meurtre avec une froideur glaçante. Ce groupe est constitué de politiques et non pas de voyous. Il agit sans masque et quand il doit tuer une personne, il n'a aucune raison de tirer sur l'entourage. Deuxième mort. Deuxième facture. L'entreprise survit, mais son sauveur est assassiné. Et le prix payé. 21 000 emplois, un patron abattu en pleine rue, entra à Renault pour des décennies. En 1990, Renault est privatisé. L'État se retire progressivement. L'entreprise redevient, en théorie, maîtresse de son destin. En 1993, une première tentative de grand mariage échoue. La fusion avec Volvo, le constructeur suédois, est prête sur le papier. Mais les actionnaires suédois se rebellent au dernier moment, choqués par ce qu'ils perçoivent comme l'arrogance française. Le deal capote. Renault reste seul. Puis arrive un homme. En 1996, Louis Schweitzer recrute chez Michelin un franco-libano-brésilien de 52 ans qui a passé 18 ans dans le groupe de pneumatiques. Il s'appelle Carlos Ghosn. Sa mission, tailler dans les coûts. Schweitzer sait que Renault vient de perdre 5 248 millions de francs en 1996, que Vilvoorde va fermer en Belgique avec 3000 emplois à la clé et que le groupe a besoin d'un chirurgien. Ghosn opère. Il rationalise les usines. Il concentre chaque modèle sur un minimum de sites. Twingo à Flins, Laguna à Sandouville, Mégane entre Douai et Palencia. Le résultat se voit en 3 ans. En 1999, Renault affiche 3 506 millions de francs de bénéfices nets. L'entreprise est redevenue assez forte pour tenter